Bonjour à tous, donc merci d'être venus à notre conférence mensuelle qui ce mois-ci porte sur un thème assez spécifique mais ô combien intéressant qui est la CELARL. Donc l'idée c'est qu'on passe en revue qu'est-ce qu'une CELARL, quel est l'avantage pour un professionnel d'exercer en CELARL et surtout les possibilités fiscales qui sont offertes aux dirigeants sur le mode d'exercice en CELARL. Alors, tout d'abord, j'excuse mon collègue, M. Molara, qui est souffrant et qui devait co-animer avec moi, donc là, qui doit être bien au chaud en train de se soigner. Donc, j'assurerai la présentation seule. Alors, les objectifs de cette réunion, c'est de définir, vous voyez, les enjeux de la constitution d'une SEL, d'évaluer les opportunités financières pour le professionnel, parce que c'est vraiment là que c'est intéressant, de voir ensuite quels sont les schémas possibles, on verra qu'il y a plusieurs façons de faire, et ensuite de parler des dernières innovations, parce que ce sont des sujets qui sont toujours en perpétuelle évolution, avec des avantages, des inconvénients. Alors pour la bonne tenue de la réunion, n'hésitez pas à poser vos questions au cours de la conférence, ça permettra d'enrichir les débats. On parlera donc présentation générale de la SEL, le passage en SEL qui est quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand je suis dans l'exercice de mon activité en libéral et que je choisis d'aller en SEL, on verra qu'il y a des points de vigilance et des choix à faire. Les enjeux financiers, conséquences fiscales et des simulations financières pour que vous compreniez bien, si vous voulez, l'intérêt ou pas d'aller en SEL. Et enfin, avantages et inconvénients, la sortie d'une SEL, c'est-à-dire qu'une fois que je suis en SEL, comment j'en sors, et ensuite on conclura. Alors, la présentation des SEL, il faut savoir que SEL, donc c'est Société d'exercice libéral, ça date, puisque ça remonte aux années 90, qui ont été modifiées ensuite en 2001 et qui ont organisé le fonctionnement de la SEL. Alors, la première question à se poser, c'est déjà qui est susceptible de pouvoir exercer en SEL. Alors, il faut savoir que la société d'exercice libéral, elle va surtout concerner ce qu'on appelle les professions libérales, c'est-à-dire les professions qui sont exercées à titre intellectuel et qui sont régies par des ordres. D'accord ? Donc, on vous a listé un petit peu toutes les professions libérales qui peuvent être concernées. On va retrouver bien entendu tout ce qui est du ressort médical, c'est-à-dire médecin, chirurgien, dentiste, mais on va également trouver tout ce qui est le paramédical, c'est-à-dire les sages-femmes, on pourrait avoir des kinés, on pourrait avoir des infirmières. D'accord ? On va retrouver également les pharmaciens, les biologistes, mais ça peut être aussi ouvert aux vétérinaires et aux professionnels du droit, tels que les notaires, tels que les huissiers, ou encore d'autres comme les architectes, géomètres experts. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que la SEL, ça va concerner quasiment la grande majorité de toutes les professions libérales. D'accord ? Alors, une SEL, d'accord, c'est une société qui adopte une structure juridique d'une société commerciale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se caler sur les sociétés commerciales telles que SARL, SAS, SA, d'accord ? Et on va les transposer dans la profession libérale, d'accord, sous le nom, vous voyez, de CELARL, pour Société d'exercice libérale à responsabilité limitée, si j'ai deux associés. Si je suis associé unique, on parlera de CELER, d'accord ? Si je suis en SA, on va parler de CELAFA. Si je suis en commandite, on va parler de CELCA. Si maintenant je suis en SAS, on va parler de CELAS. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le E, exercice libéral, qui va se rajouter, si vous voulez, à la structure commerciale. OK ? Alors voilà, vous avez la détermination. CELARL, CELERL, CELAFA, la commandite et la CELAS. Principalement, on retrouvera la CELARL, CELERL, voire CELAFA ou CELAS.
mais les commandites, on en voit moins souvent. Alors, premier point très important. Je suis libéral, j'exerce en nom propre, donc je suis à l'impôt sur le revenu, d'accord? Si je choisis d'aller en SEL, j'ai deux options qui me sont offertes. La première, c'est de vendre ma patientèle, c'est-à-dire la valorisation de mon activité libérale, de mon activité intellectuelle, que je vais vendre à la SEL que moi je vais créer, d'accord? Ou alors, je vais dire, moi je veux exercer en SEL, mais je ne veux pas vendre, c'est-à-dire que je ne veux pas d'argent, je vais simplement faire un apport de ma patientèle et en contrepartie, on me donnera des actions. OK? Alors, si je suis dans le cadre de la vente de ma patientèle, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis libéral, je vends ma patientèle à une SEL dont je suis associé à 100%, hein, on va dire que c'est une SELAR. Je vais devoir déjà dégager une plus-value, entre guillemets, qui correspond à la valeur de ma patientèle au jour où je bascule. C'est-à-dire que si j'ai fait une création, je me suis installé, cabinet dentaire, j'ai tout créé, 5 ou 10 ans après, je vais en SELAR, on sait aujourd'hui que l'activité dentaire, ça a une certaine valeur. Bon, au jour où je vais basculer, je vais valoriser cette patientèle et je vais la vendre, si vous voulez, à la SEL. Conséquence fiscale pour moi qui suis en entreprise individuelle, c'est-à-dire en nom propre, je vais constater une plus-value professionnelle. Cette plus-value professionnelle, elle est taxée à, alors c'est une petite erreur, c'est 33,20 puisqu'on a intégré la hausse de la CSG au 1er janvier 2018, c'est-à-dire que impôt sur le revenu et CSG, j'aurai une pression fiscale de 33,2% sur ma plus-value. OK? Alors certes, vous allez peut-être me dire, c'est beaucoup. Moi, je vais vous répondre deux choses. Un, si je suis imposé dans des tranches élevées, je préfère être taxé à 33 plutôt qu'à 41, voire 45 plus ma CSG. Et deuxièmement, ok, je paye de l'impôt, mais au moins je me suis vendu à moi-même une première fois ma clientèle, ma patientèle, chose que je ne saurais peut-être pas reproduire si un jour je dois vendre à un tiers. Par exemple, vous prenez aujourd'hui dans la médecine générale, les clientèles de généralistes, ça ne se vend plus. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui s'installe, qui met sa plaque, il a du travail. OK ? Donc ça, c'est quand même important. Je peux revendiquer, dans certains cas, des possibilités d'exonération totale ou partielle sur ma plus-value, d'accord, qui vont être, je vais dire, ces possibilités d'exonération qui peuvent être soit parce que j'ai une activité qui ne fait pas trop de recettes et donc je vais pouvoir bénéficier d'un régime exonératoire, ou soit parce que je vais vendre à une SEL dans laquelle je m'associe, mais où je ne serai pas majoritaire, je ne serai pas gérant, je peux revendiquer des régimes exonératoires. Ça, c'est à voir au cas par cas. OK ? Et le patrimoine est réalisé avec une trésorerie disponible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma SEL, pour pouvoir acheter ma patientèle, elle va emprunter. D'où l'intérêt d'avoir des banquiers qui soient intéressés. Mais souvent, sur ces schémas-là, je pense qu'il y a rarement de problème. OK ? Donc, la SEL achète ma patientèle au professionnel libéral, qui peut être moi-même, c'est-à-dire que je peux être des deux côtés. Cet achat, je peux le financer par un emprunt, je peux le financer soit par un capital, le capital de la société, ou je peux le financer par le compte courant d'associé. En règle générale, on va se retrouver sur les trois cas, c'est-à-dire que voilà, on va créer une SELAR, on va dire je mets un capital de 10 000 €, on va dire que le banquier il nous prête une partie, et puis si ça ne suffit pas, on fera un apport en compte courant pour le récupérer par la suite. OK ? Avantage pour ma SEL, c'est que moi, les intérêts que je paye au banquier, ils vont être déductibles du bénéfice de la société. OK ? Au niveau de l'achat, je suis dans une mutation, c'est-à-dire que j'ai un changement de propriétaire.
c'est plus moi qui suis propriétaire de ma patientèle, c'est la CELARL. La mutation entraîne la perception de droits d'enregistrement, hein, qui doivent être de 3 ou 4 ou 5%, je ne sais plus trop le montant précis, mais qui sont déductibles, encore une fois, du bénéfice de ma société. D'accord? Ça va? Donc là, j'étais vente de patientèle. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais l'avantage aussi, c'est que moi, professionnel libéral, je perçois un capital net d'impôt, puisqu'une fois que j'ai payé ma plus-value, que je vais pouvoir réinvestir dans des projets personnels, pouvoir investir sur de l'assurance vie, pouvoir investir dans de l'immobilier, voire me désendetter pour réduire mon endettement. D'accord? Autre possibilité, c'est l'apport du fonds. Donc là, quand on parle d'apport, on ne parle pas de cession. Donc je ne perçois pas d'argent. Okay? Donc le fonds de patientèle, qui est valorisé de la même façon que s'il était vendu, d'accord, et l'ensemble des actifs donc, qui sont attachés au fonds, ils sont apportés à la SEL par le professionnel libéral qui va recevoir en échange de cet apport des parts sociales ou des actions. D'accord? On aura exactement la même conséquence fiscale que pour la vente, c'est-à-dire que je vais devoir constater une plus-value au moment où mon fonds il quitte mon activité libérale. D'accord? Et j'aurai également l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire 16 plus 17,20, c'est-à-dire 32,20 à payer. Sauf que le législateur, l'administration fiscale, nous autorise la possibilité d'appliquer un régime de faveur, c'est-à-dire de bloquer cette imposition, d'accord? Donc on va mettre la plus-value, elle donne un impôt à payer, on va la bloquer au niveau du recouvrement de l'impôt. Pourquoi? Parce que je n'ai pas touché d'argent. C'est-à-dire que l'administration fiscale va mettre cette plus-value en report, elle va mettre en stand-by. OK? Et cette plus-value, donc, sera l'impôt de la plus-value, sera exigible plus tard, le jour où je revendrai éventuellement les parts de ma CELARL. Et heureusement, parce que imaginez que vous deviez faire face à un impôt sur la plus-value alors que vous n'avez pas touché d'argent, ça serait compliqué. OK? Et j'ai aussi une exonération de mes droits d'enregistrement si je prends l'engagement de conserver mes droits sociaux, c'est-à-dire mes actions, mes parts, pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai un droit fixe, vous voyez, 375 ou 500 €. Donc ça, c'est une façon d'aller en SEL sans avoir de conséquences financières ni de conséquences fiscales. Alors, oui. Est-ce qu'il peut y avoir un mixte? Par exemple, dans le cas d'une SCP, si la SCP se destine à passer en CELARL, est-ce que certains associés peuvent dire moi j'apporte ma quote-part et d'autres moi je la vends? Oui, j'ai envie de vous dire oui. Après, ça va poser des problèmes après dans la répartition du capital. Dans vos parts en industrie, parce que vous aurez des problématiques de partage. Et après, qui fait l'emprunt? Est-ce que c'est la structure ou pas? C'est possible. Faudrait... En fait, ça dépend des intérêts divergents. Exactement, je vais y venir. C'est là le problème. La problématique, c'est que l'autre associé veut avoir un financement sur la tête via la CELARL. Exactement. On n'a peut-être pas envie de rembourser alors qu'eux ont fait un accord. Ouais. Mais effectivement, pour répondre à votre question, monsieur, c'est que si je pars sur une opération comme ça, il faut quand même que j'ai des intérêts qui soient vraiment convergents de l'ensemble des associés. D'accord? Si on commence à avoir des gens qui ont des problématiques différentes, il y en a qui vont dire « moi je ne veux pas d'argent, je veux juste avoir un changement de mon régime fiscal » et d'autres qui vont dire « non, non, moi je veux du cash parce que je vais me désendetter, etc. etc. » Vous allez créer, si vous voulez, des distorsions entre associés qui feront que vous ne piloterez pas derrière la CELARL de la même façon. Oui, bon, un cas particulier, mais c'est le mien environ, en quelque sorte. Une SCP déjà existante, moi je risque d'intégrer cette SCP qui se destine à devenir en CELARL. Elle est à l'IR ou à l'IS? Je pense qu'elle est alliée à le moment. Ouais. Donc, quel
pourrait être la solution en fait? Est-ce que je pourrais faire mon financement donc, de SCP et ensuite passer en CELAR? Ouais, c'est-à-dire qu'ils vendraient le fonds qui appartient à la SCP à une CELAR qui créait et qui va s'endetter Voilà. pour racheter. Et donc moi au final je revends aussitôt mais pas à la CELAR, Oui. à la CELAR, en fait. Oui, oui. Mais encore une fois, ça c'est peut-être à approfondir Oui, sur le je cas pense déjà particulier. les bases, si vous voulez, pour Oui. voir si c'était possible. Mais c'est possible dans ce cas. Ouais. Oui, une question, l'imposition 32.2, c'est applicable l'année de Oui. la modification? Oui. Alors, c'est de la plus-value professionnelle. Aujourd'hui, c'est 16%. Taux d'impôt forfaitaire, on n'est pas à la tranche marginale. Plus, alors avant c'était 15,50, c'est passé à 17,20, hein, j'ai anticipé. Donc ce qui fait qu'on est sur 33,20. Mais ça reste toujours plus intéressant que celui qui sera 41 plus CSG à 17, qui va se retrouver à 57. D'accord? Et sur ça, encore une fois, ok, je paye de l'impôt, mais je paye de l'impôt sur quelque chose, hein, je parle dans le cas de la cession-vente, que je touche du cash. Chose que je ne pourrais peut-être pas avoir si je dis je le ferai dans 10, 15 ou 20 ans. D'accord? Alors, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le fameux article 151 octies, hein, qui est le régime de faveur. On va figer la plus-value, d'accord, jusqu'à la cession des titres reçus en rémunération d'apport ou la cession par la SEL du fonds apporté. D'accord? Là, on est sur de la plus-value personnelle, c'est-à-dire que vous allez déclarer dans votre déclaration d'impôt sur le revenu cette plus-value, mais vous allez dire cette plus-value elle est en report. Et ensuite, chaque année, quand vous déposez votre déclaration d'impôt sur le revenu, il ne faut jamais oublier de suivre ces plus-values en report. Et si jamais il y avait une cession des titres ou du fonds, là, vous purgez votre plus-value, c'est-à-dire que le fisc va venir vous réclamer cette plus-value qui traînait. L'impôt sur la plus-value. Non, parce que là, on va revenir à l'origine de l'opération. Moi, j'ai eu le cas récemment chez des huissiers où j'avais des plus-values en report qui traînaient depuis des années. Et puis ensuite, il y a eu une cession des parts de la SCP où j'étais en moins-value. Donc, je n'ai pas eu de conséquences fiscales sur la sortie, la dernière sortie. Par contre, j'ai dû payer mon impôt au moment de la première bascule. Donc ça, c'est bien si je veux aller chercher un régime, on va y venir après, fiscal plus avantageux, mais où je ne matérialise pas en fait ma patientèle par le recours à l'emprunt. C'est ce qu'on vous met, des contraintes. Je n'ai pas de trésorerie disponible pour le professionnel qui fait l'apport. Et j'ai aussi, ça, il ne faut pas négliger ça, quand on passe en CELARL, d'accord, il y a quand même des frais à prévoir, soit d'actes de cession de la patientèle, les frais de création de la société. Et si je suis sur une opération d'apport, je devrais passer par un rapport du commissaire aux apports. Quel intérêt de faire, moi j'en ai fait, chaque fois on faisait un prêt, il n'y avait jamais d'apport du fonds, c'était toujours une vente. C'était toujours une vente. La typologie de personnes qui font ça, je vois pas trop l'intérêt. C'est ceux qui n'ont pas forcément besoin d'argent, d'accord? Ça arrive, hein, vous pouvez très bien en avoir, et qui eux vont juste être dans la recherche d'un changement de statut fiscal. C'est-à-dire qu'ils vont sortir du statut fiscal du professionnel libéral qui est imposé sur le bénéfice, peu importe qu'il ait l'argent ou pas, pour opter à l'article 62, c'est-à-dire le salarié assimilé. Mais effectivement, là où je vous rejoins, la pertinence, alors après il faut être aussi dans des activités qui ont une certaine valeur et qui permettent de rembourser le prêt. Ça, c'est un autre débat. Hein. Alors, les enjeux financiers, c'est là qu'on va commencer à être intéressant. D'accord? Une fois que vous êtes en CELARL, vous relevez normalement de l'imposition à l'impôt sur le revenu. OK? Mais vous pouvez opter à l'IS sous certaines conditions. Le jour où j'opte à l'IS, j'opte définitivement. Il n'est pas question de faire marche arrière par la suite. Et moi, je vais être clair, aujourd'hui, nous, dans les montages qui sont mis en place, les simulations mettent toujours en évidence qu'il est plus intéressant de passer en CELARL et d'opter à l'IS. Pourquoi? On va voir après.
parce que si je reste à l'impôt sur le revenu, je reste taxé sur le bénéfice de ma CELARL. Peu importe que j'ai pris les sous ou pas. Alors qu'à l'IS, je paierai mon impôt sur le revenu et mes charges sociales uniquement sur la rémunération que je décide de percevoir. OK ? Si je suis à l'IS, ça veut dire que ma société, elle va devoir déterminer son bénéfice en fonction des règles impôt société. Et donc, s'il reste du bénéfice, elle devra payer un impôt société de 15% jusqu'à 38 000 € et 33% au-delà. Ça, c'est pareil, ça va changer à partir de janvier 2018, puisque le législateur met, si vous voulez, une minoration. On va passer à 28% entre 38 000 et 75 000 €. C'est ça, hein, je crois. Et au-delà de 75 000, ça sera 33%. OK ? Alors, pourquoi je peux avoir un intérêt à rester à l'IR au début ? D'accord ? Tout simplement parce que je n'aurai pas forcément de résultats, voire je peux avoir un déficit la première année ou les premières années. Et si j'ai peu de résultats ou en déficit, j'ai intérêt à rester à l'impôt sur le revenu, ce qui va me permettre de créer ce qu'on appelle un déficit professionnel catégoriel que je pourrais imputer sur d'autres revenus de salaire de mon foyer fiscal, des revenus fonciers ou autres. OK ? Voilà, alors on nous met ça, la différence de la SARL de famille. La CELARL familiale ne peut pas opter pour l'IR sans limitation de durée, donc ça, c'est une spécificité. Alors, le statut fiscal du dirigeant. Moi, je suis gérant de CELARL, d'accord ? C'est-à-dire que je vais rémunérer mon travail. C'est-à-dire que je vais déterminer une rémunération de gérance qui devra être constante tous les mois. Ça, c'est important. Et parfois, on constate que ce n'est pas le cas. J'ai une variation, si vous voulez, qui peut varier, une rémunération, pardon, qui peut varier de mois en mois. Non, je suis gérant majoritaire de CELARL. Théoriquement, cette rémunération est la rémunération de mon travail et doit être linéaire tout au long de l'année. OK ? Elle fait l'objet également d'une validation et d'une approbation par l'Assemblée générale de la CELARL. Pourquoi ? Parce que la CELARL, c'est une personne morale et qu'à ce titre, elle doit établir des obligations juridiques qui passent par une approbation des comptes une fois par an et également par la validation de la rémunération qui est octroyée au gérant. OK ? Sur cette rémunération, donc, je perçois de ma CELARL, elle va être imposée à l'impôt sur le revenu, d'accord ? Comme un salarié si ma CELARL est à l'IS. C'est le fameux article 62 Code général des impôts qui aligne le régime fiscal de l'impôt sur le revenu des gérants majoritaires sur les salariés normaux. OK ? Et donc, à ce titre, je suis imposé dans la catégorie des traitements et salaires et je vais pouvoir bénéficier d'un abattement de 10% sur la rémunération que je perçois de ma CELARL. Autre chose importante, quand je prends 100 dans ma CELARL et que je suis, je vais dire, en gérant majoritaire, ces 100 €, c'est net dans ma poche. Hein, ce n'est pas comme le régime social des travailleurs où la société paye 40 de charges patronales et le salarié se voit décompter 20%. Non, non, là je perçois 100, c'est 100 que j'ai dans ma poche et qui seront la base de calcul des cotisations sociales. OK ? Alors, si vous étiez à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que là, on va faire comme si vous étiez en libéral, on va venir imposer le bénéfice sur l'impôt sur le revenu et les charges sociales. Ensuite, vous avez la rémunération du capital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si il me reste du bénéfice que j'ai payé mon impôt société, je peux très bien décider de dire ce bénéfice, soit je le laisse dans ma société en réserve et ça va venir renforcer les fonds propres, d'accord ? Contrepartie des réserves et des fonds propres, c'est un compte de trésorerie à la banque qui va monter. Okay ? Par contre, j'ai la possibilité de dire, non, je veux
en plus de ma rémunération de dirigeant, de travail, je veux me compléter avec le versement de dividendes. Okay ? Et là, la société, elle va vous verser des dividendes qui seront imposés à l'impôt sur revenu au titre des valeurs mobilières, mais qui pourront, selon certains cas, être imposés également aux charges sociales, ou pas. Hein, ça, c'est un calcul qui est à faire. Hein, on a cette capacité de jouer entre ma rémunération de travail et mes dividendes. OK ? Alors, 2 statuts possibles pour mon dirigeant. Soit je suis en SARL, en seller ou en SELCA, et là, je vais dépendre du statut ce qu'on appelle travailleur non salarié, que tout le monde connaît comme le nom RSI. Hein. Sauf que en profession libérale, le RSI, vous pouvez l'avoir ou ne pas l'avoir. Pourquoi ? Parce que dès que vous êtes en profession réglementée, vous avez vos caisses de sociales, notamment retraite, qui sont propres. D'accord ? Que ce soit alors, chez les médecins, c'est la CARMF, chez les chirdans, c'est la Carchidan, chez les professions en fait, qui n'ont pas forcément d'ordre, c'est la CIPAV, les huissiers, je crois qu'ils ont la CAVOM, etc. Hein, chaque profession a son régime. D'accord ? Ou alors, vous allez dire, bah, moi, je veux bénéficier du régime salarié, ce que j'ai le droit. Hein, si je suis en CELAS, par action simplifiée par exemple, bah, je vais pouvoir demander à bénéficier du régime général de la sécurité sociale, d'accord, qui va me permettre de me payer avec fiche de paye. Ou si je suis gérant minoritaire dans ma société. En fait, si je peux me permettre, pour la deuxième partie, notamment quand on est en CELAS, c'est pour la fonction de présidence, on est assimilé celle-là. Oui. Mais pour la fonction, du moins la tâche libérale, on reste assimilé au régime RSI. Et si effectivement je suis minoritaire, d'accord, je peux très bien être gérant sans avoir plus de 50% des parts, bah là je basculerai sur la fiche de paye. Et excusez-moi, dans le cas d'une société avec une personne seule, on est forcément sur... Ah oui, première. Ouais. Mais les hypothèses financières montrent quand même que c'est plus intéressant d'être au RSI que sous un régime salarié. Alors certes, la protection sociale est moins favorable, mais après, il faut la compléter par d'autres dispositifs, Madelin ou autres. OK ? Alors, les enjeux financiers, les simulations financières, vous voyez, on vous a fait juste un petit schéma. J'ai une CELAR qui me dégage 2 500 000 euros, une marge commerciale, vous voyez, bon, ça, il n'y a pas de souci. Là, je suis à l'impôt sur revenu, c'est-à-dire que je n'ai pas de rémunération de gérant puisque je suis en bénéfice, c'est-à-dire que mon revenu correspond à mon bénéfice. Vous voyez, donc là, je suis à 122 000 euros. J'ai payé mes cotisations sociales, hein, donc RSI, retraite, etc. OK. Ce qui fait que mon résultat net comptable, en gros, c'est mon revenu imposable. Je suis marié, j'ai 2 parts. Vous voyez, on décompte l'impôt, 29 000 euros, il reste 93 000 euros. Maintenant, si j'étais en mode IS, c'est là IS. Au niveau du chiffre d'affaires, des frais, il n'y a rien qui change. Par contre, je vais me mettre une rémunération de gérant. Je vais avoir des cotisations sociales qui vont être forcément plus faibles, puisque je ne suis pas imposé sur mon bénéfice. Je vais constater un résultat avant impôt société. Je viens payer de l'impôt société, d'accord ? Et il me reste un résultat net comptable, vous voyez, 68 000 euros. J'ai un impôt sur le revenu, bah, vous voyez, qui est plus faible, d'accord ? Et j'ai un revenu qui est disponible plus important. Pourquoi ? Parce que bah, on est venu intégrer la rémunération de gérance plus le bénéfice, moins l'impôt sur le revenu sur les dividendes. D'accord ? Donc ça, ce schéma-là, de toute manière, il est souvent beaucoup plus avantageux que d'être à l'impôt sur le revenu. Hein, surtout si ça dégage de la rentabilité. Alors, les avantages et les inconvénients du passage en SEL. Avantage,
sur le plan juridique, financier, fiscal, économique et patrimonial. D'accord? On va y revenir. Protection du patrimoine. Alors, je ne sais pas si on les développe après. Attendez, hop. Ouais, c'est ça. Attendez. Donc, le plan juridique. Voilà. Oui, voilà, excusez-moi. Non, mais c'est après. Alors, sur le plan juridique, effectivement, je crée une étanchéité dans ma CELA, c'est-à-dire que j'aurai mon patrimoine d'un côté et le patrimoine professionnel de l'autre, d'accord? Donc, si je venais à avoir des problèmes, bah, au moins, j'ai compartimenté, je ne peux pas perdre l'un ou l'autre, d'accord? J'ai également une limitation de la responsabilité de mes associés, puisque j'exerce en société, d'accord? Donc, j'ai une protection à ce niveau-là. J'ai également une conservation de mes titres en cas de décès ou de retraite. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en cas de décès, bah, c'est tout, ma CELA, elle va quand même continuer sa vie jusqu'à ce qu'on ait statué sur les titres. Est-ce que c'est mes associés qui me les rachètent? Est-ce que mes associés, en gros, font une réduction de capital et indemnisent la famille au titre de la succession? Voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. J'ai une meilleure organisation du pouvoir. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir utiliser les statuts pour rédiger le fonctionnement de ma société comme je l'entends. Aujourd'hui, on a des parts en industrie, on a des parts en capital, etc. Parfois, ça peut être compliqué. Bah là, c'est là, je vais pouvoir également organiser, si vous voulez, avec des droits de vote, etc., mon fonctionnement pour être le seul maître à bord si j'en ai envie. Ou pas, ou alors à l'inverse, de donner le pouvoir à tout le monde. La CELA permet aussi d'exercer sur plusieurs sites géographiques, d'accord? C'est-à-dire que je peux avoir dans certains domaines de pratique médicale la possibilité, par exemple dans une CELA de chirurgien, d'avoir jusqu'à 5 lieux de consultation dans des sites géographiques différents, ce qui n'est pas forcément possible quand je suis en individuel. Alors, sur le plan financier, la CELA est intéressante. Pourquoi? Parce que moi, si je n'ai pas de moyens ou voilà, que j'ai besoin de me développer, d'acheter des grosses machines, etc., je vais pouvoir avoir la possibilité de faire rentrer peut-être des actionnaires minoritaires, mais qui, eux, vont pouvoir apporter du cash. D'accord? Ça, c'est intéressant. Autre avantage, c'est le désengagement d'emprunts personnels souscrits. Si j'ai privilégié l'option vente, bah forcément, je touche du cash. Bah, je vais pouvoir m'en servir pour solder par anticipation des emprunts personnels, d'accord? Sachant qu'on a transféré ou on a créé une dette professionnelle. Ce qui, d'un point de vue bancaire, si j'ai envie de faire autre chose, d'autres projets, bah, entre guillemets, je me remets une situation qui est plus favorable, plus présentable. Ah, moi, je pense que vous n'allez pas me contredire là-dessus. Et puis, c'est aussi la possibilité, comme je le disais, bah, de matérialiser son travail au moins une fois à soi-même. Et si je n'ai pas besoin de l'argent, bah, ce n'est pas grave. Je peux très bien dire, moi, je vais faire des placements, je vais ouvrir des assurances vie, je vais faire de l'immobilier, je vais faire d'autres choses pour payer les études de mes enfants plus tard, pour préparer ma retraite, etc. Okay? Sans être certain que bah, le jour où je partirai en retraite, j'ai la possibilité de vendre une deuxième fois à un tiers ma société ou en tout cas mon activité. Alors sur le plan fiscal et social, comme je l'ai dit, on est assez souple, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir la possibilité de faire des arbitrages entre qu'est-ce que je prends en termes de rémunération, qu'est-ce que je prends en termes de dividendes. Et je peux aller plus loin que ça, on peut très bien aussi dire, bah moi je prends une rémunération mensuelle fixe et à la fin de l'année, en fonction de l'atterrissage de mes comptes, je vais me voter des primes de gérance complémentaires. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a la possibilité d'écraser à ce moment-là l'impôt société, puisque la provision de primes est déductible des bénéfices de la société. Et je peux aussi encore aller plus loin, c'est de décider que cette prime, elle ne me sera versée que l'année suivante, après approbation par l'Assemblée générale des comptes de l'année précédente. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que j'ai provisionné ma prime,
J'ai donc écrasé mon résultat, j'ai payé moins d'impôts sociétés. Ma prime, par contre, je me la paierai réellement que 1 an ou 6 mois après. Donc, je n'ai pas de conséquences fiscales d'impôt sur le revenu et de charges sociales l'année où je constate ma provision. Alors, tout ça, on peut le faire, mais après, il faut bien l'habiller juridiquement. Nous, dans les contrôles, moi j'ai en tête 2 contrôles fiscaux où on avait passé des provisions de primes. L'inspecteur nous a demandé de produire l'Assemblée générale avant le 31 décembre qui statuait sur la provision. Si on n'avait pas ce document-là, il aurait pu remettre en cause la provision et dire non, moi je vous la compte dès cette année. D'accord ? Les arbitrages, on peut les changer chaque année? Bien sûr. C'est pas figé. Non, mais après, tout va dépendre de votre, entre guillemets, votre performance financière. Oui. Théoriquement, dans des activités libérales, sauf problème, vous avez toujours une certaine constante. Ça va varier 4-5%. Alors après, ça peut varier à la hausse ou à la baisse parce que voilà, j'ai travaillé plus ou j'ai eu des enfants donc j'ai moins bossé, je me suis fait plus remplacer, ça a plombé un peu ma rentabilité. Voilà, mais après, vous avez quand même une certaine visibilité. Et ça, encore une fois, vous voyez, monsieur, au cas particulier, ça sous-entend qu'il faut vraiment avoir une entente forte avec les associés. Et par expérience, c'est parfois très compliqué. Surtout chez les professionnels libéraux. Je suis bien d'accord avec vous. Et surtout chez les professionnels libéraux du droit. D'accord ? Oui, alors après, j'irais plus loin que ça. Vous voyez, limitation de l'assiette des cotisations sociales, ok. Déduction fiscale des rémunérations et charges sociales, c'est évident. Arbitrage entre taux de l'IS en diminution et imposition des rémunérations. Après, il n'y a pas de vérité. Il faut regarder au cas par cas. C'est vraiment ça qui est important. D'accord ? Et une réduction d'impôt sur le revenu quand je souscris au capital qui est de 18% dans la limite de 50 000 €, quand je vais créer ma société. L'avantage aussi, c'est une linéarisation des revenus du professionnel libéral. Ce que les banquiers aiment bien, c'est que théoriquement, j'ai une constante dans les revenus mensuels. Et je n'ai pas mes phénomènes d'à-coups février, mai, septembre, quand les soldes d'impôts tombent. Et ensuite, ça c'est important, j'ai une force de négociation plus importante parce que voilà, on sait là, elle peut avoir un bilan économique qui est intéressant et que je vais pouvoir négocier vis-à-vis d'un futur associé, vis-à-vis d'un partenaire bancaire. Alors, on y vient. Aujourd'hui, transmission de l'outil de travail plus aisé à des associés ou à des jeunes professionnels. Pourquoi ? Parce que demain, vous vous associez avec un professionnel, vous allez dire « je te vends la moitié de ma clientèle », c'est peut-être un gros ticket qu'il va avoir à financer, et en plus, il sera à l'impôt sur le revenu, donc il va avoir des revenus sur lesquels il va payer de l'impôt sur le revenu des charges sociales, et en plus un emprunt à rembourser du rachat de la patientèle. La solution, à ce moment-là, c'est simple, c'est de dire moi, je suis en libéral, je crée ma CELAR, je touche le fruit de ma vente, j'ai donc une CELAR qui possède une patientèle, qui possède un emprunt, donc en gros elle vaut 0, et je fais rentrer un associé qui en fait va rentrer pour rien et qui participera, je dirais, au remboursement de la société et au partage des bénéfices. D'accord ? Voilà, opportunité pour les jeunes avec la possibilité de diminuer leur apport en fonds propres. D'accord ? Réalisation de l'actif professionnel, ça j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de savoir sur certaines professions libérales, vous n'êtes pas sûr de savoir si vous saurez la revendre, votre activité. Au moins, je me la revends une première fois, j'ai déjà touché une fois. Si je me la revends une deuxième fois, ça sera tant mieux. D'accord ? Et j'ai aussi, encore une fois, une étanchéité. Je loge mon outil de travail en dehors du patrimoine familial. Il y a des inconvénients,
forcément. Bah, quand je suis en self, je suis en société, donc ça veut dire que j'ai une rigueur, un formalisme qui m'est demandé beaucoup plus important que si j'étais en nom propre. D'accord ? Pour la bonne et simple raison, c'est que la CELARL, elle a sa personnalité morale, c'est-à-dire qu'elle rend des comptes au tiers. Et à ce titre, elle doit respecter des obligations légales. D'accord ? Autre inconvénient, j'ai des contraintes comptables, c'est-à-dire que là où je suis en libéral et que dans une grande majorité des cas, on me demande d'établir mes comptes sur le principe des recettes-dépenses, ok ? En CELARL, je dois absolument produire mes bilans, mes comptes, selon le principe des créances-dettes. Qu'est-ce que ça change ? Ben, ça veut dire qu'à la date du 31 décembre, on va me demander de venir compter en chiffre d'affaires ce que j'ai produit mais que je n'ai pas encore encaissé. À l'inverse, on va m'autoriser la possibilité de déduire des charges que je n'ai pas encore payées mais qui sont nées au titre de l'année de mon imposition. Okay ? Et il se peut que sur certaines professions, moi j'ai eu le cas sur des géomètres par exemple, où ce problème de créance vient peser significativement sur le résultat de la société, parce qu'ils en ont beaucoup. Les huissiers, c'est différent, hein, on leur demande, ils ont l'obligation de toute manière de faire en créance-dette, mais les associés peuvent opter sur une imposition personnelle en recettes-dépenses. Okay ? Et vous avez la possibilité aussi d'avoir l'obligation d'avoir des commissaires aux comptes, si vous dépassez certains seuils. Des frais de fonctionnement un peu plus élevés. Donc ça, c'est des critères qu'il faut quand même avoir à l'esprit et puis les intégrer quand vous faites votre prévisionnel. Alors voilà, si j'étais en CELARL, je suis à l'IS, je ne peux pas faire marche arrière. Et comme je suis en société, on va dire commerciale, même si c'est une société libérale, si j'ai des véhicules, je me retrouve assujetti à la TVTS qui est non déductible. Hein, par exemple, si vous étiez en SCP, vous avez une TVS, mais qui, elle, est déductible, pas en CELARL. Donc, le choix de l'IS, il est très souvent le plus pertinent, le mieux adapté, d'accord ? Dès lors que j'ai une activité qui est importante, c'est-à-dire qui génère du chiffre, du résultat, endetté, pourquoi ? Et pourquoi c'est intéressant d'être à l'IS quand je suis endetté ? Parce que comme ma trésorerie professionnelle elle est utilisée pour payer l'emprunt, il ne faut pas que je me retrouve imposé sur un bénéfice que je n'ai pas dans ma poche, alors que si je suis à l'IS, je suis vraiment imposé à titre personnel uniquement sur la rémunération que je me perçois. Okay ? Moi, je peux vous dire, j'ai déjà vu avec c'était Anthony il y a 10 ou 15 ans, des géomètres. Pardon. Où le géomètre avait racheté 50% des parts d'une SCP, un très gros prix, il y avait 500 ou 600 000 euros d'emprunt. Il rembourse ça, et la SCP était restée à l'IR avec des gros résultats, et il s'est fait complètement étrangler. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et la solution, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a passé en CELARL, on a fait une session, on a réglé le problème. Voilà, c'est aussi une solution optimum pour la gestion du risque financier pendant la durée de l'emprunt. Et ensuite, il faut aussi anticiper la sortie de la SEL, ce qu'on va voir maintenant. Alors, la sortie de la SEL, deux possibilités. Soit ma SEL, elle vend sa patientèle, c'est-à-dire son fonds de commerce, elle touche l'argent, mais l'argent reste dans la société. Et après, on va voir comment on le ressort. Ou alors, l'associé, il dit, moi, je ne vends pas ma patientèle, mais je vais vendre mes parts. OK ? Alors, si je vends ma patientèle, comment ça se passe ? La patientèle, elle s'évalue comment ? On va utiliser le même principe que si j'étais en libéral, c'est qu'on va utiliser les critères professionnels, pourcentage de recettes, etc. On va déterminer donc une valeur de patientèle. On va venir rajouter éventuellement les autres actifs de... ça c'est pour après. La patientèle, on va la valoriser donc sur un pourcentage de recettes, d'accord ?
je la vends à un tiers, le tiers me fait un chèque à Masséla. Masséla, soit elle n'a pas terminé de rembourser son emprunt, et là, elle va solder son emprunt, d'accord? Soit elle n'a plus de dette, et à ce moment-là, Masséla va être à la tête d'une grosse somme d'argent, c'est-à-dire de la trésorerie. Ok? Ensuite, on va déterminer l'impôt sur la plus-value éventuelle. Et là, comme je suis à l'IS, on va simplement regarder combien vous avez vendu votre patientèle, combien vous l'aviez acheté, ou combien elle avait été apportée. S'il y a une plus-value, elle est taxée à l'impôt société, donc à hauteur de 33%. D'accord? Je peux bénéficier également, dans certains cas de figure, d'une exonération totale ou partielle, selon, je dirais, que je reste ou pas dans la société, ou selon que j'ai respecté des critères de chiffre d'affaires ou des critères de total d'actifs. J'ai des droits d'enregistrement. Et une fois que ma CELARL elle a touché son argent, d'accord, théoriquement, la CELARL elle va redistribuer à ses associés des dividendes qui seront soumis donc à la fiscalité personnelle. Donc je répète, ma CELARL a une patientèle, elle la vend à un tiers, elle encaisse le produit de cession, soit elle se désendette si elle a des dettes, si elle n'a pas de dettes, elle redistribue à ses associés. Ok? On pourrait aller même plus loin que ça. C'est-à-dire que si vous aviez une cession en cours d'année, on pourrait très bien, à la place de dividendes, avoir simplement le versement de primes de gérance, de compléments de rémunération de gérance. Alors, si je vends mes titres maintenant, c'est-à-dire que là, je ne parle pas d'une vente de patientèle, je vends mes titres. Ok? Deux cas de figure. Si ma SEL est à l'IR, ce qui est peu fréquent, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder le délai des 2 ans ou pas de détention des titres. Si je les ai depuis 2 ans, je suis dans le cadre de l'application des plus-values professionnelles, c'est-à-dire 16% plus, alors là ça n'a pas été modifié, c'est 17,20 de CSG. D'accord? Et donc on va regarder combien valent les parts à la cession, combien vous les aviez achetées, on fait la différence, 32,20. Ok? Si jamais, c'est peu fréquent, vous les vendiez avant 2 ans, c'est ce qu'on appelle une plus-value professionnelle court terme. Donc là, on réintègre tout à l'impôt sur le revenu. Ok? Si maintenant ma SEL est à l'IS, d'accord, là, on va tomber sur le régime des plus-values des particuliers, c'est-à-dire que vous serez imposé à l'impôt sur le revenu après déduction, après calcul d'un abattement pour durée de détention qui est dans le régime normal, 65% après un délai de 8 ans. Voilà. Autre chose, si je vends mes titres, ne jamais oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure, si j'ai eu une opération d'apport avec une plus-value en report, le fisc va se rappeler à mon beau souvenir et va venir me réclamer cet impôt-là. Moi, je peux vous dire, j'ai des clients, ils ne se rappelaient même plus qu'ils avaient des plus-values. Donc après, on joue ou on ne joue pas. Quand ça remonte à 10 ans, 15 ans. D'accord? Et l'acheteur, donc la personne à qui j'ai vendu, d'accord, elle devient propriétaire de mes parts, donc de ma société, dans son ensemble. C'est-à-dire qu'elle met la main sur la patientèle, c'est-à-dire l'incorporel, sur les immobilisations, sur les stocks s'il y en a, sur les créances, sur la trésorerie. Et à l'inverse, elle aura à assumer les dettes, les emprunts, les fournisseurs s'il y en a. Alors vous allez me dire, mais comment on évalue? C'est simple. La valeur des parts, on établit, donc on regarde combien vaut votre patientèle, ça il n'y a rien qui change. On va rajouter ses actifs, donc ses créances, cette trésorerie, et on va venir déduire son endettement ou ses comptes courants d'associés. Ça détermine une valeur de part. Et ensuite, c'est un accord entre le cédant et l'acheteur. Alors, on le rencontre peu fréquemment, les cessions de parts, d'accord,
Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas trop dans les gènes actuels des cessions de parts. On est même à titre commercial, dans les sociétés commerciales, on préfère acheter un fonds plutôt que des parts. D'accord? C'est plus un problème de culture. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que l'on achète un ensemble. Ça veut dire qu'il faut savoir bien valoriser les titres d'une société. Ça, c'est très important. C'est qu'il y a l'aspect, entre guillemets, patientèle qui est très propre au métier. Sur les huissiers, on regarde les 5 dernières années. Les Chirdan ou autres, on va regarder le pourcentage, je dirais, de recettes. Il y a tout un tas de critères, mais qui fait qu'on va venir rajouter d'autres critères qui sont les actifs et les passifs de la société. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle une garantie d'actifs et de passifs. C'est-à-dire que quand moi, j'achète des titres, il faut que je sois sûr que je n'ai pas des risques sous-jacents qui vont exploser par la suite, mais qui ne me concernent pas. Des litiges commerciaux, des litiges prud'homaux, des problèmes sur des stocks, des litiges fiscaux, etc. Donc il faut être très très vigilant sur les garanties d'actifs et de passifs et de dire moi je veux bien racheter, mais si jamais j'avais un redressement dans 1 an ou dans 2 ans qui concerne la période antérieure où je n'étais pas présent, c'est pas moi qui paye. D'accord? Autre problème, c'est des difficultés pour l'acheteur de trouver un financement parce que c'est vrai que les banques aujourd'hui, elles vont préférer racheter un fonds de commerce ou une patientèle que de racheter des parts sociales. Je me trompe? C'est le problème de la garantie entière des parts. Voilà, donc ils aiment moins parce que voilà, il n'y a pas d'institut personnel, c'est des personnes morales, donc c'est un peu plus compliqué. D'accord? Et puis surtout aussi, je n'ai pas la possibilité pour moi, acquéreur, de déduire des intérêts d'emprunt, des droits d'enregistrement, sauf par le biais d'une holding qu'on va voir, une SPFPL. D'accord? Voilà, c'est la SEL et la holding. L'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais créer une structure ici, une holding, qui va racheter les titres de ma CELARL. Donc c'est elle qui va faire l'endettement. OK? Et comment elle va rembourser son prêt? Tout simplement par la remontée des dividendes à la holding. Et là, j'ai la possibilité de tout déduire, 95%. Et moi, personne physique, vous voyez ici, je suis actionnaire de ma holding, mais je n'ai pas de conséquences fiscales sur moi. OK? Mais ça, c'est un régime classique, comme si on était sur du commerce ou de l'entreprise classique. Bon, ça, c'est des évolutions qui sont relativement récentes et qui permettent de jouer cet effet de levier. Est-ce que cette possibilité, dans le cadre d'études d'huissier, pourrait être acceptée par... Oui, je pense qu'il y a eu des évolutions récentes là-dessus. On est en train de démocratiser. Je sais que les notaires, il n'y avait pas le droit. Maintenant, je crois qu'ils y ont droit, Anthony? De la holding? Oui, sur les holdings. Oui, je pense que c'est en train d'être assoupli, notamment depuis la loi Macron, qui est, je crois, il y a 1 an ou 2 ans. L'idée, c'est quoi? C'est de fluidifier le marché et d'éviter ces anciennes postures où les cessions ne se faisaient pas et parce que ça manquait de fluidifier, de liquidité, etc. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que on en voit de plus en plus de SEL, il faut le savoir. D'accord. Aujourd'hui, nous, je pense qu'on a quand même une clientèle représentative de professions libérales qui est assez significative. Ça se développe. Les gens n'ont pas encore cette culture de se poser la question est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? D'accord. Ça fait parfois peur. En tout cas, retenez quand même que c'est des opportunités à saisir dans le sens où si vous avez des activités libérales qui tournent bien, où vous payez beaucoup d'impôts et beaucoup de charges sociales, très souvent la SEL permet d'avoir une optimisation de ces coûts d'imposition et de charges sociales tout en permettant de se matérialiser son fonds, c'est-à-dire de se créer du cash. Ça, c'est très important. D'accord? Alors, ça nécessite 2 choses. C'est-à-dire que le jour où vous passez en SEL, de toute manière, nous, on peut vous faire des comptes prévisionnels. On va vous mettre comme
si vous étiez en sell, donc on fait une configuration, et surtout ça permet après d'apporter au banquier la validité ou pas, ou l'intérêt ou pas de l'opération. Si on s'aperçoit qu'on vend la clientèle et qu'on n'aura pas la trésorerie dans la CELAR pour rembourser le prêt, tout en assurant un revenu au professionnel qui soit compatible avec son train de vie parce qu'il est fort endetté, etc., le banquier va nous dire non, j'y vais pas. Moi, je me trompe peut-être, mais... Donc là, il y a plusieurs options. C'est de vraiment travailler sur les besoins financiers personnels pour savoir est-ce que j'ai un intérêt ou pas. Et puis ensuite, c'est de matérialiser ce placement, ce que vous allez toucher. Est-ce que je me désendette? Est-ce que je le replace, etc. C'est surtout ça l'intérêt. Et donc, forcément, il faut en parler avec son banquier, le notaire si on a besoin, l'assureur également, l'avocat, etc. En fait, les professionnels qui vous entourent. OK? Est-ce que vous avez des questions ?